Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Au sommaire de l'actualité, le procès Roukia, dont c'est le 3e jour d'audience. Pour en parler avec nous, Pierre Bellucci. Et bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors les auditions se poursuivent, dont celle de Mathias Belmer. On a vu le principal prévenu est arrivé à Mayotte aujourd'hui et a été entendu ce jour même. Les précisions tout à l'heure avec vous. Avec nous également sur le plateau, Shakila Youssouf, journaliste à KTV. Bonsoir Shakila. Bonsoir. Alors avec vous, il sera question de cette manifestation organisée par la CFAV dans le cadre de la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Une journée d'information et de sensibilisation à l'adresse des scolaires. On en parle tout à l'heure avec vous. Mais d'abord, voici les titres de ce mercredi 25 novembre. À chaque jour qui passe dans le procès Roukia, les langues se délient. Les taux semblent se resserrer autour des membres du GIR et notamment de l'ex-patron Gérard Gauthier, tandis que Mathias Belmer est enfin arrivé et en cours d'audition. Toutes les explications dans votre journal. Météo France a tenu ce matin une conférence sur les risques météorologiques à Mayotte. En présence des élus, des gendarmes, des pompiers ou encore des militaires, phénomènes cycloniques et autres risques naturels ont été expliqués aux autorités concernées à l'approche de la saison des pluies. La future station d'épuration des eaux usées dans la commune de Bandrélé possède depuis ce matin sa première pierre. Un événement très important lorsque l'on connaît le défi que représente l'assainissement sur le 101e département. Reportage à la fin de cette édition. Troisième jour aujourd'hui du procès Roukia qui a connu plusieurs moments forts. Les auditions des 2 directeurs d'enquête et du médecin légiste, l'arrivée de Mathias Belmer, l'étau qui se resserre autour des membres du GIR. La journée a été chargée. Depuis ce matin 9h30, les révélations continuent et les prévenus s'enchaînent à la barre. Les explications dans ce sujet signées Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Hier, les auditions dans le cadre du procès Roukia se sont terminées vers 23h. Gérard Gauthier, ex-patron du GIR, a focalisé à lui seul 5 heures d'audition. Ce matin, dès 9h30, l'audience a repris avec la situation 5 ans plus tard de plusieurs prévenus. Frédéric Blondel, Amada Mz Saïd, Daniel Papa ou encore Jérémy Bouclet. Tous ont dû expliquer leur vie actuelle. S'en est suivi une visioconférence avec Michel Alise, l'homme qui a été dans un premier temps en charge de l'enquête avant d'être mis au placard. Lui, l'ex-grand ami de Gérard Gauthier. Heureusement que les avocats ont accepté qu'ils soient entendus à titre de témoins, parce que là, il y a des choses qui ont été dites qui sont... c'est un tremblement de terre dans la salle d'audience, je vous le dis. La visio continue en ce moment. Les avocats peuvent poser des questions à Michel Alise. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Souvenez-vous, hier soir, Gérard Gauthier a été auditionné pendant 5 heures. Pour un témoin, c'est complètement exceptionnel. C'est ce que relatait maître Nadjima Hamada. Il a plaidé hier, Gérard Gauthier, en expliquant qu'il avait été mis devant le fait accompli par ces hommes. C'est simple à comprendre, c'est-à-dire qu'il n'était pas responsable de rien. Eh bien, Michel Alise dit non, c'est faux. Monsieur Gérard Gauthier, le patron du groupement d'intervention régionale, au moment de l'enquête, était parfaitement au courant de la drogue qui arrivait sur le territoire et qui était arrivée sur le territoire avant même qu'elle ne tue Roukia. Cet ancien gendarme, aujourd'hui à la retraite, n'a pas fait de cadeau aux membres du GIR, expliquant qu'avec cette affaire, il avait subi des pressions comme jamais au cours de sa longue carrière. Demande d'avoir accès au dossier d'instruction, pression de sa hiérarchie, mise à l'écart. Son successeur, également entendu plus tard par visioconférence, confirme cet état de fait. Patrick Duvareil n'a en effet pas été tendre avec les membres du GIR et notamment Gérard Gauthier, qui l'accuse d'avoir une éthique particulière. Je crois que plus on va avancer dans ce dossier, plus les choses que les avocats les uns les autres disent depuis le début, depuis 4-5 ans, se révèlent exactes. À savoir notamment que tout a été mis en œuvre pour déstabiliser un juge, pour refuser la manifestation de la vérité, pour museler la presse, pour museler les avocats, bref, pour protéger des gens qui avaient commis des fautes extrêmement importantes. Et dans ce jeu-là, je crois que, une fois encore, on l'a vu tout à l'heure, la gendarmerie a fait fausse route. Dès le départ, il aurait pu lâcher les personnes mises en cause. Je crois qu'aujourd'hui, ce procès aurait déjà été évacué. S'il y a eu tout ce temps, c'est parce qu'il a fallu la ténacité d'un juge qui voulait absolument que la mémoire de Roukia ne soit pas oubliée.
Après ces révélations choc, Mathias Belmer est arrivé dans une voiture des forces de l'ordre. Menotté et cagoulé, le principal prévenu a fait son entrée d'un pas mal assuré dans la salle du tribunal. Le président a alors cité les chefs d'accusation qui l'incombent, lui le principal prévenu dans cette affaire, attendu depuis lundi. Nous demandons tout simplement des explications. La famille veut faire son deuil. Nous cherchons à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi Rukia est mort cette nuit-là, dans la nuit du 12 au 13 janvier 2011. C'est toute la question. Et certainement, Mathias Belmer a avec lui le secret, les éléments qui nous permettront de comprendre. Donc nous sommes heureux que ici, la justice a mis toute son énergie pour le faire venir parce que manifestement il n'entendait pas être là. Il vient, c'est une bonne chose. Maintenant il faut voir qu'est-ce qu'il va dire. Est-ce qu'il va effectivement jouer le jeu comme il l'a souhaité pour que nous sachions exactement la vérité? C'est ce que demande la famille. Vers 14h, l'audience a été interrompue jusqu'à 15h. À la reprise, c'est Mathias Belmer qui est passé à la barre pour la première fois avant une visioconférence avec le médecin légiste qui a confirmé une mort due à une overdose d'héroïne. Mathias Belmer est par la suite retourné à la barre pour que des réponses soient enfin apportées par le principal prévenu. Alors Pierre, une troisième journée de procès. Comment s'est-elle passée cette journée et quels éléments nouveaux avons-nous appris? Beaucoup de choses, une journée encore une fois intense avec, j'allais dire, 2 étapes dans cette journée. Une matinée déjà consacrée, encore une fois comme hier, sur le parcours de cette drogue et cette fois-ci sur l'implication des membres du GIR. Nous avons eu cette visioconférence, on l'a vu dans le sujet, une visioconférence très importante qui aurait pu ne jamais se tenir, mais il y a eu les avocats, notamment Mansour Kamardine, a fait pression afin qu'elle se tienne. Donc ce témoin, c'est qui? C'est Michel Ali, c'est celui qui a pris en charge l'enquête, qui est un gendarme qui connaît très bien le patron du GIR de l'époque, puisqu'ils sont venus ensemble, ils appartenaient au GIR de Rennes, ils sont venus ensemble à Mayotte, donc ils étaient amis avant cela, et lui a dû enquêter donc sur le patron du GIR, sur Gérard Gauthier, sur ces hommes surtout qui sont impliqués, c'est-à-dire Daniel Papa, c'est-à-dire aussi Jérémy Bouclet, qui sont des prévenus. Alors là, il y a eu des révélations très importantes, des révélations notamment et des contradictions par rapport à ce qui avait été dit la veille, où Gérard Gauthier expliquait qu'il n'était pas du tout au courant de ce qui se passait, qu'il était souvent mis au pied du mur par ces hommes et que voilà, finalement, il était un peu dans une situation, lui, le patron, une situation où il n'avait pas grand-chose à dire et que finalement, il subissait tout cela. Rappelons qu'il est uniquement témoin, Gérard Gauthier. Tout ça, ça a été absolument démenti aujourd'hui par à la fois donc Monsieur Duvareil, qui a repris l'affaire, puisque rappelons aussi qu'il a été mis à l'écart, Michel Alise. Donc voilà. Donc première étape avec un étau qui se resserre autour des membres du GIR qui aujourd'hui sont de plus en plus incriminés dans cette affaire, dans les pratiques, dans la procédure qui a été mise en place avec cette drogue. Donc ça a été toute la matinée a été consacrée à ça, à ces visioconférences très importantes. Et on parle également de l'arrivée de Mathias Belmer qui a été auditionné ce jour même. Alors ça, c'est la deuxième grande étape de la journée. Aux alentours de 13h, Mathias Belmer est arrivé, on l'a vu, cagoulé, menotté, emmené par les forces de l'ordre au sein du tribunal. Il est arrivé d'un pas un peu mal assuré. Il est arrivé en disant bonjour, en ne sachant pas exactement où il devait se placer. Il a été décrit comme assez fatigué, un début de calvitie qui apparaît sur le dessus de sa tête, comme quelqu'un un peu hagard aussi. Il est allé à la barre dans un premier temps, et c'est à la barre où le président a énoncé tous les chefs d'accusation, notamment l'homicide involontaire et puis la drogue. Et ensuite, suite à cela, il y a une suspension de séance. Et c'est là la deuxième grande étape de la journée. Vers 15h, l'audience a repris avec donc Mathias Belmer à la barre pour la toute première fois. Et ça, c'est vraiment le moment important de ce procès. Et les révélations qui ont été faites? Alors, Mathias Belmer a commencé à révéler beaucoup de choses. Dans un premier temps, il a beaucoup parlé, il a expliqué entre regret et défense
toujours dans sa défense quand même, il a expliqué que Roukia c'était un peu son élu, même s'ils avaient une relation un peu à part, c'est-à-dire que voilà, ils n'étaient pas vraiment ensemble, mais ils étaient ensemble sans l'être vraiment, sans l'être officiellement. Puis après il explique que Roukia l'avait demandé en mariage, qu'il lui avait offert une bague qu'elle portait au moment du décès, qu'il lui a retirée. Il explique aussi pourquoi il a souhaité cacher son corps, pourquoi il a souhaité l'ensevelir comme ça pour qu'on ne la retrouve pas. L'explication est très simple. Mathias Belmer était connu comme toxicomane. Il avait fait de la prison, 30 mois de prison pour ça. Il ne souhaitait pas y retourner. Donc voilà, il a caché le corps. Il a enlevé la bague aussi, parce qu'avec cette bague, on aurait pu remonter à lui. Donc ça, c'est les premières explications. C'est la première étape. Ensuite, le médecin légiste a été entendu en visioconférence. Il a confirmé les tests. Il a confirmé que Roukia serait morte suite à une intoxication aiguë à l'héroïne qui a entraîné un œdème pulmonaire. Donc voilà, donc ça se confirme, c'était bien de l'héroïne. Et puis ensuite, il y a eu à nouveau Mathias Belmer à la barre, un Mathias Belmer très hésitant cette fois, qui ne répondait pas aux questions, qui disait je ne sais pas, je ne sais plus, je ne m'en souviens plus. Sur certains détails, il était très précis, il se souvenait très bien, et sur d'autres, ceux qui ne l'arrangeaient pas, bien souvent, il avait des pertes de mémoire, il ne savait plus, il avait des problèmes dans la chronologie de ce qui s'était passé. Donc ça a été très long, les avocats ont été contraints à chaque fois de le relancer, de lui expliquer ce qu'il avait dit auparavant. Et souvent il expliquait oui, mais si je l'ai dit, donc c'est que ça doit être vrai. Donc voilà, ça a duré pas mal de temps, et finalement ça n'avançait pas, notamment avec Frédéric Blondel. Il y a eu beaucoup de questions pendant 30 minutes. Ils ont essayé de lui faire qu'il explique comment il avait réussi à convaincre Frédéric Blondel de l'aider à cacher le corps. Et puis finalement, à l'heure actuelle, il y a encore des auditions. Ce n'est toujours pas terminé avec Mathias Blondel, puisqu'il y a beaucoup de questions autour de lui. Et voilà, ça tourne un peu en rond. Il ne sait pas quoi répondre. Souvent, il ne sait pas. Donc voilà, ça continue. Ça va continuer demain avec Mathias Blondel. On n'est plus sur les membres de GIR. Là, maintenant, on est vraiment avec le principal prévenu. Merci beaucoup Pierre, et on continue à suivre le cours de ce procès. Et ce matin s'est tenue au sein de l'hémicycle Younous Abamana une présentation des risques météorologiques à Mayotte. Les responsables des prévisions Météo France du département ont expliqué comment fonctionnent les phénomènes cycloniques. L'ensemble des acteurs, des décideurs, des grands services et des élus étaient invités. Objectif, dresser un plan sur tous les phénomènes naturels qui peuvent potentiellement frapper Mayotte. Pompiers, gendarmes, militaires et bien d'autres services publics ont répondu présents. Tous semblent en effet s'intéresser de très près à ces questions, un sujet signé Shakila Issouf et Leslie Limné. Mayotte approche de la saison des fortes pluies et des risques de phénomènes cycloniques. Il convient donc de se préparer à accueillir la pluie, le vent et prévenir les dégâts. Le sujet est tellement important que l'ensemble des représentants de services concernés ont répondu présent afin de se préparer au pire. C'est faire un petit peu l'état de tout ce qui peut être potentiellement dangereux sur les mois qui viennent, pendant toutes les saisons des pluies, sur Mayotte. Voilà, c'est juste comprendre un phénomène, parce qu'un cyclone, c'est un nom, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement en termes de vent, qu'est-ce que ça veut dire en termes de dégâts, qu'est-ce que ça veut dire en termes de pluie, en termes de houle. Voilà, c'est ça qui est important, c'est qu'un maximum de gens comprennent quel est ce phénomène ou derrière ce nom cyclone ou derrière ce nom forte pluie. Le cœur de la saison des pluies, le cœur de la saison humide, c'est vraiment tout début d'année, c'est janvier-février. En gros, les risques les plus importants ont lieu de novembre à mai, à peu près, novembre à avril. Voilà, donc on est en tout début de cette saison-là, on a 6 mois où c'est pas, voilà, les phénomènes, il ne faut pas non plus être inquiet, mais il faut préparer, il faut anticiper, et ça se travaille avant. À l'aide de projections vidéo, une exposition a été présentée à l'ensemble des invités qui ont accordé une écoute attentive à cette présentation. Le sujet intéresse même si l'ensemble du public n'a pas toute la culture technique pour bien comprendre tous les messages météorologiques communiqués par Météo France. Déjà, on a sensibilisé chacun au fait que les événements météorologiques dangereux peuvent survenir en dehors des cyclones. Le cyclone, c'est le phénomène météorologique majeur que nous avons tous en tête, que nous redoutons tous, mais en dehors des phénomènes cycloniques, nous sommes déjà exposés
à des phénomènes de type forte pluie qui peuvent provoquer beaucoup de dommages, voire des victimes humaines, en dehors de toute activité cyclonique. Donc on a vraiment alerté sur cette nécessité qu'il y avait à rester à la fois vigilant sur les risques cycloniques et vigilant sur les événements météorologiques dangereux qui peuvent survenir en dehors des cyclones. Ainsi, depuis 2014, ce genre de séance d'information se déroule une fois par an dans le but de diffuser le maximum l'information météorologique. Météo France Mayotte diffuse également un certain nombre d'informations et d'explications sur un site tout spécialement ouvert pour Mayotte afin de démocratiser le langage météorologique. Et ce 25 novembre est une journée particulière. Il s'agit en effet de la journée internationale contre les violences faites aux femmes. À cette occasion, l'ACFAV a organisé une journée de sensibilisation et d'information à destination des scolaires. L'occasion de permettre aux différents partenaires qui travaillent en collaboration avec l'ACFAV d'échanger avec le public et de leur expliquer leur rôle. Et parmi les animations proposées, un spectacle de théâtre sur les violences verbales ainsi qu'un discours d'élèves de 3e au collège de Koungou. Plus de précisions dans ce reportage de Shakila Youssouf et Fred Soulaïmana. Mon mari n'arrête pas de m'insulter à la maison, mais il ne m'a jamais frappé. Il fait que m'insulter, il me parle très très mal, même devant ma fille. La violence des mots, les insultes, les cris, autant d'actes qui sont souvent sous-évalués, mais leurs conséquences sont aussi violentes que les coups. Les partenaires de cette journée de sensibilisation ont choisi le théâtre pour faire passer le message de l'impact de la violence verbale, souvent minimisée. Les élèves de la 3e au collège de Koungou qui ont préparé un discours sur le sujet semblent avoir bien conscience de l'importance d'informer le maximum de personnes. Je présente un discours à l'égard de la violence des hommes et des femmes et des enfants. On a préparé en classe avec les camarades afin de les professeurs et nous expliquer qu'au sein des couples, il y a toujours des petits coupures. Il ne faut pas insulter les femmes parce que les femmes, c'est celles qui rendent heureuses les hommes et il ne faut pas les frapper. Encore bon nombre de victimes de violences verbales ou physiques ne portent pas plainte, une manière de taire les choses pour se protéger et protéger leur enfant. Déjà, nous, la première chose qu'on dit à ces personnes-là, c'est d'aller porter plainte, parce que bien sûr, quand on ne porte pas plainte, on ne peut pas vraiment faire valoir ses droits. Donc nous on les informe, on les pousse à aller porter plainte et à partir de là on les oriente vers les structures compétentes pour les accompagner. On les envoie vers des associations compétentes, notamment l'ACFAV, pour un accompagnement psychologique ou autre. Et après, nous, on les informe des différentes procédures, comment après avoir une fois déposé plainte, comment les choses vont se dérouler. Ainsi, dans le cadre de la journée internationale pour l'élimination de la violence faite à l'égard des femmes, l'Association pour la condition féminine et d'aide aux victimes a mis en place cette journée de sensibilisation et de rencontre du public avec leurs différents partenaires. L'occasion leur a été donnée ce matin de rencontrer le public scolaire. Aujourd'hui, cette année, c'est essentiellement, on a mis l'accent aux collégiens, aux lycéens. Donc vous avez vu et on a invité différents partenaires pour présenter leurs services et leurs dispositifs qu'ils mettent en place. Pas aujourd'hui simplement, la journée aujourd'hui c'est l'aboutissement de tous les travaux qu'ils ont fait. Ça fait déjà 3 mois, 4 mois qu'on travaille. Ça fait 1 an aussi que l'ACFAV travaille sur la journée de 25 novembre. Ce n'est pas un seul jour. La journée de 25 novembre à l'ACFAV c'est toute l'année. C'est toute l'année. Là vous avez vu qu'on a eu des publics, des élèves, des jeunes filles, mais on a eu des jeunes garçons aussi parce qu'il faut sensibiliser de deux côtés. Après avoir inauguré les locaux de leur accueil de jour et lancé une ligne d'écoute 24 h sur 24, aujourd'hui et jusqu'à la fin de la semaine, d'autres événements sont prévus. En effet, ce samedi, une autre journée de sensibilisation sera organisée à Sada en collaboration avec la municipalité afin que les violences faites aux femmes cessent une fois pour toutes. Alors Shakila, on l'a vu dans le reportage, on parle de violences faites aux femmes et on voit aussi qu'il y a différents types de violences. Oui, bien sûr, il y a différents types de violences. Violences verbales, morales, physiques. On
qu'on connaît, mais c'est les violences verbales qui peuvent être faites quotidiennement même, ils sont plus minimisés. Parce que dans justement le sketch qui a été fait, la femme disait au médecin, vous savez, docteur, mon mari m'insulte, il n'arrête pas de me crier dessus, mais ne vous inquiétez pas, il ne me frappe pas. Donc dans notre culture, chez nous, les femmes maorais, on a l'habitude de souffrir. Et dans notre éducation, on a été éduqués pour résister et être patiente à nos maris, qu'on doit choyer. Donc, on n'a pas la connaissance de violences. D'où l'importance d'informer. Exactement, d'où l'importance d'informer. Ce qui est intéressant, c'est que là, ils ont travaillé avec un public jeune, et c'est justement la nouvelle génération, c'est eux qui vont apporter justement ces messages, et aussi leur permettre aussi d'avoir de nouveaux, enfin d'autres comportements, d'adopter d'autres comportements, parce qu'aujourd'hui ils peuvent assister, ils peuvent être des témoins de disputes entre parents. Ou même être dans un entourage où il y a beaucoup de violence et ils n'arrivent pas à expliquer ça. Et ce genre de journée d'information leur permet aussi de mettre des mots. Oui, justement. De mettre des mots à ce genre de situation. Il y a un langage particulier à tenir face à ces jeunes. On a vu dans ce reportage, au cours de cette journée, les jeunes ont tenté justement de faire un discours sur la violence. Ils ont parlé de la violence qui est faite aux femmes, mais aussi des violences qui sont faites aux hommes, parce qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui n'osent pas en parler. Mais ce qui est au-delà de parler tout simplement du sujet, ça leur a permis déjà d'en parler, mais avec leur niveau de perception, de conscience à eux. Au départ, ils parlaient avec leurs propres mots, et au fur et à mesure, ils ont continué. D'ailleurs, ils ont travaillé pendant une année pour pouvoir faire ce discours. Et le sketch qui a été préparé aussi par les différents partenaires avec l'ACFAV, c'était un moyen aussi de montrer que les adultes aussi peuvent parler avec les mêmes mots des plus jeunes. Et c'est ce qui était intéressant, c'était intergénérationnel. On implique la nouvelle génération, il y a les garçons et les filles, et avec ce genre de journée, on ne peut qu'espérer que plus tard, peut-être, les garçons et les filles auront des comportements, des relations meilleures. Alors on parle du 25 novembre, une journée dans l'année, mais les actions, elles, c'est tout au long de l'année, Chakila, avec les partenaires notamment. Exactement, il y a plusieurs partenaires, on ne les a pas cités dans le reportage, mais il y a l'ACFAV, il y a l'UTAS, il y a le CDAD, il y a d'autres associations aussi qu'on n'a pas citées, qui travaillent au plus près, font un travail de proximité avec les personnes qui ont des difficultés dans leur couple. Et même, il y a aussi... on n'en a pas parlé, mais il y a des jeunes aussi qui subissent des violences, tout simplement, dans leur famille, entre frères et sœurs. Et ça leur permet, ce genre de journée, ça leur permet de non seulement parler de la violence, et aussi de pouvoir faire la différence entre toutes les sortes de violences, et surtout savoir qu'il ne faut pas être violent envers les filles pour ces petits, et après, plus tard, quand on devient un homme, envers sa femme. Voilà. Merci beaucoup, Chakila, pour ces précisions. Et on continue avec la mort des coraux pointés du doigt par l'association Atoll, le renforcement de la lutte contre l'immigration clandestine dans le cadre de l'état d'urgence. C'est également dans l'actualité de ce mercredi 25 novembre. Les précisions tout de suite dans l'actualité en bref. Il y a quelques jours, nous révélions l'existence de la décharge de Mtsamboro, qui accueillait et accueille toujours les cadavres de frigos, téléviseurs ou autres voitures, et ce en bordure de mer, à côté de l'une des plus belles plages de l'île, Jiva. Le maire s'était défendu de cette situation à travers un manque de foncier et un organisme chargé du ramassage se retrouvant bien seul sur le territoire pour effectuer correctement ses missions.
Mais encore au sud cette fois, la même situation se répétait sur la plage de Mbouanatsa à Bouéni, où là encore la localité avait créé un site de dépose des monstres le temps qu'il se passe quelque chose. L'association Atoll avait pourtant signalé la décharge il y a 2 mois à la mairie de Bouéni en demandant des explications. La mairie avait répondu très rapidement en indiquant que Enzo Recyclage était attendu. Depuis, c'est le statu quo et grâce à l'inaction des politiques et des institutions publiques, l'association Atoll dénonce le fait que les coraux du lagon semblent disparaître. La situation est alarmante et de nombreux clichés en témoignent. Pour autant, Atoll indique en conclusion, il est impossible à notre niveau d'établir un lien entre la décharge et la mort des coraux, ou entre le défrichage intense de la péninsule de Ngouja et cette même mortalité des coraux, même si Atoll se pose clairement la question. Dans le cadre des mesures liées à l'état d'urgence, le préfet a décidé de renforcer les opérations de lutte contre l'immigration clandestine et de contrôle d'identité. Ainsi, ce mardi 24 novembre 2015, Madame Florence Gilbert-Bézard, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de Mayotte, s'est rendue à Cavani Sud dans la commune de Mamoudzou afin de saluer le travail des fonctionnaires de police et de participer à une de leurs interventions sur le terrain. Lors de cette opération dans le quartier Mbaravi, sur la vingtaine de personnes contrôlées, 4 majeurs en situation irrégulière ont été interpellés. Suite aux vérifications administratives d'usage, ils ont été conduits au centre de rétention administrative de Pamandzi en vue d'être reconduits à la frontière. Lors de cette opération, les effectifs de police et la sous-préfète ont pu constater que des étrangers installés illégalement sur le territoire ont élu domicile et parfois même cultivent des parcelles avec la complicité de propriétaires terriens. Le préfet de Mayotte rappelle que la lutte contre l'immigration clandestine est l'une des priorités du gouvernement, qui s'inscrit naturellement dans les mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence. Fin octobre, à la discothèque Le Zénith Zone Nel à Kaweni, 6 policiers de la BAC sont intervenus pour une embrouille de bar face à une vingtaine de jeunes. La situation a dégénéré et l'un des policiers a été poignardé dans le bas du dos avec un couteau céramique qui s'est cassé en raison de la violence de l'agression. Transporté au CHM, le policier a dû être opéré pour lui retirer une lame de 7,5 cm restée plantée dans son dos. Passé à moins de 2 cm de la veine cave, l'officier de la BAC a frôlé la mort et se trouve aujourd'hui encore en arrêt de travail. Les recherches de l'auteur du coup de couteau comme des autres jeunes présents dans cette agression sont toujours en cours. Mais l'auteur de l'agression au couteau sur le policier a été arrêté hier, tandis que la police informe qu'il s'agit une nouvelle fois d'un mineur. Et enfin, ce matin a eu lieu la pose de la première pierre en vue de la construction de la station d'épuration des eaux usées de la commune de Bandrélé. Un grand pas en avant pour cette commune qui vit principalement du tourisme et qui va enfin jouir d'un assainissement digne de ce nom. Nous nous sommes rendus sur place ce matin afin d'assister à cette belle avancée pour la commune concernée, mais aussi et surtout pour Mayotte. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. La première pierre est désormais posée. Les travaux en vue de la construction de la station d'épuration des eaux usées de la commune de Bandrélé vont pouvoir débuter. Un moment important auquel le président du SIAM voulait absolument participer. C'est un moment très attendu, surtout dans un secteur comme Bandrélé, qui est directement concerné par l'assainissement. Parce qu'il faut savoir que la richesse de Bandrélé, de la commune de Bandrélé, reste le tourisme, avec les belles plages, parmi les meilleures plages de Mayotte. Il faut le protéger. C'est notre richesse à Mayotte. C'est un projet qui dure pratiquement depuis plusieurs années, qu'on a sorti dans nos cartons, qui a été financé par le ministère de l'Outre-mer et l'ONEMA. Je pense qu'aujourd'hui c'est un grand moment, un moment agréable, et je suis très heureux et très content de pouvoir participer à cette manifestation. La steppe de Bandrélé va enfin voir le jour et le président Bavi nous en explique l'avancée que cela représente pour la commune. Ça va changer quoi exactement? La protection de l'environnement, ça c'est important pour la population. Deuxième chose, je pense qu'on a déjà commencé les travaux de branchement sur Bandrélé. Il fallait aujourd'hui commencer les steps pour qu'on puisse brancher la population de Bandrélé. Je félicite la population de Bandrélé. Je pense que c'est une occasion en or. Je pense qu'ils le méritent, comme tous les Mahorais le méritent. Si on avait la possibilité de financement aujourd'hui,
on allait commencer le financement, le projet de l'ensemble de l'assainissement de Mayotte, mais on va par rapport aux moyens qu'on a. L'adjointe au maire de la commune de Bandrélé voit elle aussi dans la pose de cette première pierre un grand pas en avant. Si les travaux risquent de causer de forts désagréments pour la population, la station d'épuration va, quoi qu'il en soit, changer le visage de la commune. On devra passer par ce projet pour justement rétablir les choses, pour que les choses soient aux normes, pour qu'on puisse aller de l'avant. Parce que si on ne fait pas la base, prochainement, quand on devra mettre en place d'autres projets pour aller de l'avant, ça sera un peu plus difficile parce que la base, c'est-à-dire l'assainissement, n'aura pas été mise en place de manière conforme. Donc aujourd'hui, on est fiers et on est surtout très content que ce projet puisse se mettre en place, que l'assainissement puisse enfin être mis en place dans notre commune pour qu'on puisse aller de l'avant dans nos projets futurs. Si l'assainissement représente un défi majeur pour le département, force est de constater que le SIAM agit pour changer les choses. Le travail reste immense, mais cette pose de la première pierre, après celle du réservoir d'eau potable ce lundi à Sada, vont dans le bon sens, que ce soit pour ces communes, mais aussi et surtout pour l'ensemble du département. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition qui sera rediffusée sur notre site l'infocoesie.fr et sur OM5. Les nouvelles du temps pour la journée de demain, c'est dans quelques instants avec Ornella Périne. Suivra juste après l'invité du temps de parole, Théophane Narayanin. Il était ce matin au micro de Samuel Bocher que vous retrouverez demain dans la matinale. Bonne suite de programme à vous sur KTV.